Je me présente, je m'appelle Olivier Principal, je suis président d'une société qui fait du syndic de copropriété, de la gestion locative et de la transaction immobilière à Paris 5e, qui s'appelle le cabinet Moulin des Prés. Et j'ai la chance d'être président de la FNAIM du Grand Paris depuis un mandat qui a pris effet début 2023. Je suis aussi au bureau exécutif de la FNAIM nationale, aux côtés du président Loïc Quentin. Alors, mes débuts dans l'immobilier, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je fais de l'immobilier. J'entends ça déjà, ça me fait piquer les yeux. C'est arrivé un petit peu par hasard. Je sortais de fac de droit. J'avais pas nécessairement une vision du métier que je voulais exercer. Puis, c'est arrivé comme ça sur un job d'été. Je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai bossé pendant un mois à faire de la transaction immobilière. Je sonnais aux portes des gens qui habitaient dans la rue et je leur demandais s'ils avaient un bien à vendre ou s'ils connaissaient quelqu'un qui mettait son bien en vente. Je suis tombé un peu dans la marmite parce que ça m'a beaucoup plu, le contact avec des propriétaires que je connaissais pas. Ça permettait aussi de dépasser certaines appréhensions. Et j'ai eu la chance de pouvoir démarrer des études, un BTS profession immobilière, où là c'était devenu très complet. J'ai intégré une entreprise qui faisait du syndic, de la gestion et de la transaction. Ce qui m'a permis d'avoir une vision 360 sur le métier des professions, les métiers des professions immobilières. Et donc j'ai démarré comme ça, un petit peu un coup par hasard. Et quand on met les pieds dans l'immobilier, voilà, on tombe dans la marmite, quoi. On lâche plus. Et je me suis orienté plus au départ vers de la gestion de copropriété parce qu'il y avait un poste qui était disponible sur cette partie-là. Et c'est ce qui m'a le plus passionné dans l'ensemble des métiers pour démarrer. Parce qu'on n'avait pas une journée comme une autre, des quotidiens qui sont rythmés par une fuite, un dépannage, des travaux, une assemblée de copros. En tout cas, on ne pouvait rien prévoir. Et ce côté qui n'est pas linéaire, justement, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné dès le démarrage. Et puis, j'ai été impliqué dans des missions de société où on a développé la gestion locative, on développait la transaction immobilière. Et il y a tout un intérêt de synergie qui m'a beaucoup plu entre les métiers, une collaboration entre les métiers. Voilà, c'était le début de la marmite. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir toucher à tout, j'ai eu à un moment donné l'idée saugrenue de monter ma boîte. J'avais 28 ans et j'ai commencé par un métier de syndic de copro. J'ai acheté un tout petit portefeuille de gestion. Il y avait très peu d'immeubles, pas assez pour pouvoir se payer à titre personnel. Mais quand on devient entrepreneur, c'est pas la motivation qui nous vient au départ. C'est d'abord de réussir un challenge. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. J'ai commencé à gérer un petit portefeuille et comme je faisais bien mon boulot, comme les clients en entendaient parler et qu'ils étaient satisfaits, en fait, il y a eu un système de bouche à oreille qui a fait que l'entreprise s'est développée. J'ai créé ce cabinet en 2005 et 15 ans plus tard, j'avais 17 collaborateurs et on faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en ayant développé l'ensemble des services. D'abord le syndic bien, ensuite la gestion locative de façon structurée et derrière la transaction immobilière pour arriver à avoir toujours cette synergie des trois métiers qui m'avaient lancé dans l'immobilier au démarrage. Et donc, avec le temps, on a envie d'aller vers de nouveaux challenges. J'ai acheté un deuxième cabinet sur Paris. J'étais d'abord en banlieue parisienne. J'ai acheté un deuxième cabinet sur Paris, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis arrivé à 6000 lots de copropriété, 600 lots de gestion locative. Donc, ça commençait à faire beaucoup avec beaucoup de collaborateurs. Il y avait quasiment 25 personnes. Et puis je suis, en plus de mes activités, j'ai eu encore un besoin d'aller ailleurs et j'ai voulu défendre mes confrères, défendre les professionnels. Et c'est là que je me suis tourné vers la FNAIM pour pouvoir défendre le métier et avoir une parole qui porte. C'était l'objectif et c'était une corde supplémentaire à mon arc qui en contenait déjà pas mal. L'évolution des métiers au fil des années, là où j'ai plus senti, c'est en matière de syndic de copropriété. Pas parce que je faisais essentiellement ça, mais je me souviens de mes premières réunions de copropriété. Il y avait des immeubles, les assemblées générales se tenaient même pas tous les ans. Et quand les copropriétaires, on leur demandait de venir en assemblée, ils nous disaient « mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ?» Les gens étaient respectueux, ils nous posaient des questions, on leur apportait une réponse, on était le sachant. Et puis un jour est arrivé Internet, et là on a toute une population de gens qui se disaient c'est pas possible, sur Internet ils disent que, sur Internet ils disent que, et on s'est vu en opposition avec des sources de données qui n'étaient plus celles d'un professionnel de terrain. Et là on a vu un peu la communication changer. Au début de mon métier, je faisais 90%. C'était la gestion de l'immeuble et 10% la relation avec les copropriétaires. Et l'inverse, en peu de temps, en 10 ans, on est passé 90% du temps à gérer les copropriétaires et 10% à gérer l'immeuble, ce qui du coup change le sens du métier. Et c'est ce qui pose des difficultés aujourd'hui, puisque économiquement, les choses se tendent. On sent bien qu'il y a
un contexte économique qui est difficile et la relation s'est compliquée. Elle s'est compliquée et on le retrouve dans tous les métiers. En gestion locative, la relation avec les propriétaires est très équilibrée, mais ils ont beaucoup de contraintes réglementaires et économiques, donc du coup, il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Pareil avec les locataires. En transaction, vous faites le projet du vie, on accompagne les gens les propriétaires ou les futurs propriétaires dans le projet d'une vie et ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il y a énormément de temps à passer à la communication et ça nécessite de toute façon de se repenser en permanence pour arriver à évoluer et répondre aux enjeux. C'est réaliser un travail de qualité pour des clients qui ont besoin d'attention, de sécurité. Et je crois que c'est tout le rôle de l'intermédiaire immobilier. Et moi, c'est comme ça que je le vivais. Je voulais que tout le monde soit heureux. Le vendeur, l'acheteur, le copropriétaire, le locataire. Et quand on est professionnel de l'immobilier, on essaie d'avoir un service qui donne des résultats équilibrés pour tout le monde, avec une entreprise qui fonctionne. Donc voilà, en tout cas, c'est l'évolution du métier, ça a été le changement de la relation avec les clients. Et puis bien évidemment, je crois que les outils sont arrivés aussi pour nous aider au fur et à mesure du temps. Parce que moi, j'ai jamais connu les livres de comptes où on faisait les comptes à la main. J'ai toujours connu les logiciels immobiliers, les logiciels de gestion. Et ces outils nous ont aidés à gagner du temps et en efficience sur le terrain. Il y a encore beaucoup d'évolutions à venir, notamment pour faciliter la communication avec nos clients. Mais avec l'arrivée de l'IA, ça va encore bouger plein de choses. Donc, en tout cas, c'est des belles perspectives parce que quand les choses bougent, c'est toujours intéressant, c'est toujours positif. En tout cas, moi, j'aborde l'avenir avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'attente, beaucoup d'énergie. Là où c'est plus difficile, c'est qu'il faut arriver à concilier les perspectives d'avenir avec des difficultés économiques quotidiennes que tout le monde rencontre. Et il faut arriver à tenir la barre. Et c'est tout le job difficile d'un professionnel de l'immobilier ou tout du moins d'un entrepreneur. Je crois que j'ai eu 3 défis dans ma vie un peu particuliers. Le premier, c'était de se dire je vais devenir entrepreneur, est-ce que je vais réussir ? Je crois que c'est la première question qu'on se pose. Se lancer, c'est bien, mais derrière, il y a des risques. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas de chômage, on est confronté à des engagements, des cautionnements avec les banques qui font que si on se plante, derrière, on peut tout embarquer. Par contre, si on réussit, on peut aussi arriver à tout gagner. Donc, oui, le premier challenge, le premier défi, c'était de réussir. Et je crois que ce qui m'a permis de réussir quand j'ai lancé ma boîte, c'est de garder une rigueur dans la gestion, une qualité de service sans faille, une amélioration du service en permanence. Ce qui permet en fait de se reposer sur quelque chose de solide, c'est la confiance que les clients confient entre vos mains. Et si vous faites bien votre job, derrière, ça permet d'avoir une boîte qui tient. Ça a été en tout cas le premier. Et puis globalement, ça s'est pas trop mal passé, donc j'ai continué. Le deuxième défi que j'ai eu, il a porté sur l'évolution de mon association. Quand j'ai démarré, j'ai été obligé d'être associé parce que démarrer tout seul, c'est compliqué. Alors j'étais associé sur le papier. J'avais un associé qui n'était pas actif dans le cabinet. Et puis comme l'entreprise se développe, il y a un moment donné, on se trouve à devoir faire des choix ou des séparations qui peuvent être convenues ou pas. Ça, c'est aussi un autre défi parce que ça vous bouscule un peu dans votre vie et il suffit d'aborder le virage proprement avec beaucoup de communication aussi. Et ça s'est aussi bien passé, pas comme je l'aurais voulu, mais en tout cas, ça s'est bien passé. On a réussi il faut voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On n'est jamais satisfait de tout, mais en tout cas, l'important, c'est de se dire que les étapes sont franchies et qu'on avance. Le troisième point, qui était un vrai défi, je crois que c'était le Covid. Alors, le Covid, ça a été un sujet assez compliqué parce que du jour au lendemain, il a fallu que je passe 15 personnes en télétravail, alors qu'on n'avait même pas abordé le télétravail dans notre vie. Je veux dire, il y avait des métiers pour nous qui étaient télétravaillés, mais en 2020, ça n'existait pas. Et en fait, on a eu un calendrier tellement serré. Je crois que j'avais eu vent le vendredi que les boîtes étaient susceptibles de fermer. Le mardi, les boîtes fermaient. Entre-temps, j'ai pris la décision de commander 10 ordinateurs portables, parce qu'on en avait quelques-uns, de mettre en place un VPN, un accès distant avec mon informaticien. Et en 3 jours, j'ai passé toute une boîte qui n'avait jamais fait de télétravail à du 100% télétravail. Alors, j'ai eu des moments de passage à vide, comme on en a quand on monte son entreprise. Mais alors, celle-là, c'était un peu dur parce qu'il n'y avait plus du tout d'interaction avec l'équipe, plus du tout d'interaction avec les clients. Et il a fallu basculer la boîte, avoir une communication rassurante
avec les clients et avec avec les équipes, avec les collaborateurs. On a mis en place un café en visio tous les matins. L'objectif, c'était de garder aussi le moral des troupes parce que on est tout seul quand on est chef d'entreprise. On est tout seul tous les jours. Et il faut en plus porter le dynamisme des autres. Donc, on a fait un café avec les équipes et puis les choses se sont structurées. Ça a été un sacré défi. Et je suis assez fier de l'avoir réussi dans un temps extrêmement record. Voilà. Je crois que c'était des défis qui vous font grandir à chaque fois. Le dernier, il était moins rigolo comme défi. J'ai un collaborateur que j'ai accompagné. Il était en alternance. Comme moi, j'ai démarré. J'avais fait un BTS profession immobilière en alternance. Lui était en alternance. Je l'ai gardé pendant 15 ans dans ma boîte. Et puis un jour, il est venu me voir en me disant je vais partir. Je lui ai dit super, vous devenez entrepreneur. Je suis content pour vous. Je vais vous aider, je vais vous accompagner. Puis il m'a dit je vais partir. Je vais installer une boîte en face de la vôtre. Et les clients, je vais les prendre. Voilà. Donc ça s'est pas bien passé. Ça, c'était un sacré défi. Parce que d'abord, quand on monte une boîte, on fait pas ça pour des sujets d'argent. On fait ça pour des sujets de passion, de métier. On a une seule inquiétude, c'est d'arriver à équilibrer les charges et les produits pour continuer à avancer et d'avoir une trahison de confiance qui vous arrive aussi, ça existe. Il faut arriver à prendre de la hauteur, c'est jamais évident parce que quand on connaît les gens personnellement, c'est compliqué. Bon, force est de constater que ça s'est mal passé et que moi je m'en suis sorti grandi puisque il a été condamné pour détournement de clientèle et concurrence déloyale. Donc voilà, mais en fait, on est beaucoup partagé dans sa vie par des expériences différentes, que ce soit des relations avec les clients, des relations avec les collaborateurs, des relations personnelles où il y a des moments où on n'a plus de trésorerie, il faut arriver à serrer les vis partout. Voilà, je touche encore du bois. Tous les jours, c'est un challenge, mais pour l'instant, ça continue. Ça va faire 30 ans l'année prochaine que je suis dans ce métier. Je n'ai pas envie d'en changer. Et ça fait 20 ans cette année que je suis entrepreneur. Et je n'ai pas décidé d'arrêter non plus parce que je suis toujours autant motivé. J'ai décidé au cours de ma carrière d'adhérer à un syndicat qui s'appelle la Fédération nationale de l'immobilier, la FNIM, qui est le premier syndicat représentatif des professionnels de l'immobilier. D'abord pour un sujet d'image, parce que quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit si on veut être les meilleurs, autant être adhérent du premier syndicat professionnel. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été beaucoup accompagné dans ma carrière grâce à la FNIM. Et ça, c'était comme n'importe quel professionnel de l'immobilier. J'avais une adhésion, je recevais des informations, j'avais des services. Ça m'a aidé dans mon quotidien. En 2014, j'ai eu vent du projet de loi Allure, la loi Allure qui a modifié pas mal de choses dans le monde de l'immobilier et notamment qui a encadré les honoraires de location des professionnels, qui a mis un contrat type de syndic en place. Et je ne comprenais pas pourquoi on n'entendait pas parler, les professionnels, de ces problématiques de loi Allure. Donc j'ai rejoint la FNIM qui proposait à la FNIM du Grand Paris d'intégrer des commissions métiers. Et j'ai pris la commission métier syndic de copropriété et administration de biens parce que c'était le gros de mon activité. Et j'ai eu le plaisir de partager avec des confrères, là on se sent moins seul, de partager avec des confrères nos enjeux de métier et notamment les problématiques qui arrivaient vers nous avec cette nouvelle loi Allure qui encadrait les honoraires et qui encadrait le métier de syndic. Et j'ai pu participer à quelque chose, c'était déjà pouvoir exprimer ma voix et ma contestation sur une situation et aussi proposer des solutions puisque dans cette commission, on formait nos confrères à mieux aborder la réglementation prévisionnelle et puis celle qui venait de sortir. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Déjà, ça sortait aussi un peu du quotidien, mais c'est surtout qu'on allait au combat. Et ça, c'était le début. Je suis resté dans cette commission assez longtemps, d'ailleurs, jusqu'à ce que je sois président de la FNIM du Grand Paris. Et pourquoi je me suis lancé au niveau du dessus et notamment présenté comme administrateur, j'étais ensuite président adjoint de la FNIM du Grand Paris et maintenant je suis président, c'est parce qu'en fait je me suis dit il faut arriver au plus haut possible pour arriver à mener les combats comme on pense devoir les faire. Et j'ai d'ailleurs introduit, depuis que je suis président de la FNIM du Grand Paris, un recours en Cour européenne de justice avec mes confrères pour pouvoir libérer les honoraires de location des professionnels, libérer les plafonnements d'honoraires de l'état daté. On a fait des recours en Conseil d'État, on se bat. Je pars du principe qu'il ne faut pas arriver en se disant que le combat est perdu. Au contraire, c'est en se battant, quitte à perdre, c'est pas grave, on acceptera la défaite, mais donner l'impression quand même à nos confrères et leur montrer qu'on est là pour se battre dans l'intérêt de nos entreprises
Et si nos clients sont contents et que nos entreprises fonctionnent, en réalité, le combat est gagné. Il y a plein de petites luttes comme ça du quotidien. On a des pouvoirs publics, on a des systèmes de concurrence déloyale qui se mettent en place et qui veulent absolument perturber le fonctionnement de l'intermédiation qu'on représente. Un syndic, il est entre une copropriété et les copropriétaires, avec d'autres intervenants. Un administrateur de biens, il est entre le propriétaire et les locataires. Un agent immobilier, il est entre l'acquéreur et le vendeur. Et l'intermédiation, elle est essentielle. La satisfaction des vrais clients des agences, elle est énorme. On a fait un sondage il y a 2 ans, c'est 92% de satisfaction auprès de 230 000 avis clients vérifiés sur une année. Donc c'est énorme. Donc quand on passe par le service d'une agence, les gens sont satisfaits. Et en fait, cette satisfaction, elle est au cœur du métier. On doit le montrer, on doit le dire. On ne doit pas nous laisser passer pour des ouvreurs de porte ou des gens qui avons des situations comme ça dans la tête des politiques. On pourrait croire qu'on a des situations faciles. Pas du tout. Et on est des acteurs de la cité. On est des acteurs du quotidien des Français. Et moi, je pense que cette voie nécessitait d'être portée. Donc je me suis engagé. Je vais continuer le combat, l'accompagnement, la mise en place d'outils qui facilitent le quotidien des professionnels. Et je suis plutôt à penser que les professionnels devraient tous être adhérents à un syndicat professionnel, Avenir bien sûr, mais d'autres, pour arriver à être bien accompagnés et donner cette image de qualité qu'on doit à nos clients pour éviter qu'on soit mal considéré. Pour moi, c'est un enjeu majeur. En tout cas, voilà, on n'est pas des bénis oui-oui, on est là pour apporter des solutions. Mais quand on s'engage comme ça dans un combat syndical, c'est dans l'intérêt et pour la voix de l'ensemble des copropriétaires. Moi, à titre personnel, ça ne me rapporte rien. Ce n'est pas un enrichissement personnel. Par contre, le fait de faire changer les choses, faire bouger les lignes dans l'intérêt de toute la profession et de nos clients et de nos entreprises, je dis banco. Les sujets sur lesquels on doit encore faire évoluer les choses, il y en a tellement. D'abord, le combat du quotidien, c'est l'image qu'ont nos clients vis-à-vis de nos métiers. Ça, c'est essentiel. On doit absolument améliorer la professionnalisation du métier pour qu'on soit considéré. C'est essentiel. Un professionnel ou quelques professionnels qui vont ternir l'image de l'ensemble de la profession, c'est une catastrophe pour nous tous. Et quand on en a un qui sort du rang, la problématique, c'est qu'on a derrière des pouvoirs publics ou des concurrents qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'il y ait effectivement des dérapages pour arriver à réglementer et encadrer en plus. On est tellement encadré, tellement enfermé pour des conditions qui ne sont pas nécessairement justes. En réalité, on a des combats qui ont été perdus parce qu'il y en a un qui a réussi à faire passer un texte, très bien. En attendant, ça empêche le quotidien normal d'une agence et de ses collaborateurs, ça empêche le quotidien des Français. Je pense notamment à toutes les réglementations qu'il y a sur les propriétaires bailleurs qui, à la finalité, retombent sur les locataires. En ce moment, on traverse une crise de l'immobilier qui n'a jamais été aussi importante. La crise de l'offre locative, parce que les bailleurs sont tellement pressés comme des citrons qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des investisseurs qui veulent revenir pour investir dans l'immobilier. Pourtant, les investisseurs immobiliers, qui ont souvent 1 ou 2 appartements, c'est monsieur et madame tout le monde, comme vous et moi, on a besoin d'eux, c'est le premier acteur du logement en France. Et en réalité, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut arriver à être partout en même temps. On a besoin du coup d'avoir un maximum de professionnels auprès de nous pour arriver à faire changer les mentalités, parce que plus on est nombreux, plus on est fort et on est entendu. Et aujourd'hui, c'est difficile. On a... Typiquement en ce moment, là, au mois de juin 2025, on a une crise immobilière qui dure depuis presque 2 ans. On a des entreprises qui sont à l'agonie. On a perdu beaucoup de nos confrères. C'est extrêmement triste parce que quand on perd une entreprise, on perd des salariés, on perd des cotisations sociales pour le pays. Et à force de presser toujours les mêmes, les entreprises et les propriétaires, du coup, on a une attrition du marché, une attrition du parc qu'il faut absolument faire inverser. Alors le problème, c'est que c'est général un petit peu partout en France et en Europe sur tous les métiers. Et c'est pas parce que la situation est comme ça qu'on doit baisser les bras. Au contraire, il faut savoir se réinventer. Il faut savoir faire différemment. Et c'est toujours en fait ce qui anime le chef d'entreprise. Je l'évoquais tout à l'heure. Ne jamais croire que les choses seront linéaires dans ce métier-là. Il faut être toujours en mouvance et toujours en dépassement de soi. Et je crois qu'on a encore du boulot à faire, donc on va continuer. Depuis que je suis arrivé à la FNAIM, souvent la question nous est posée de savoir quelle est la grande victoire qu'on a pu avoir. Alors j'ai appris l'humilité aussi.
en faisant face à une situation particulière. C'est que depuis que je suis président de la FNAIM Grand Paris, on a déjà eu, je crois, 4 ou 5 changements de ministre du Logement. Donc impossible de construire une politique avec une grande loi. Donc en réalité, c'est plein de petites victoires. C'est plein de petites victoires qu'on ne voit pas au quotidien et c'est surtout plein de combats qu'on doit mener en parallèle, que ce soit sur la simplification de nos usages au quotidien, sur la transparence. Je sais qu'il y en a eu des plateformes, par exemple, je ne vais pas citer les noms parce que je n'ai pas envie, des plateformes qui ont cru qu'elles allaient disrupter le métier comme beaucoup, qui nous ont attaqués de plein fouet. On a attaqué ces plateformes en dénigrement, on a gagné. On les a attaqués en pratique commerciale trompeuse, on a gagné. C'est des petites victoires du quotidien qui vont probablement pas attirer l'œil ou l'œil du grand public, mais en réalité, pour les professionnels, c'est important que leur voix soit exprimée et quand on vient les salir, qu'il y ait une réponse. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on a fait. On s'est battu avec la DGCCRF pour montrer que les professionnels ne sont pas des voyous parce qu'on pourrait croire quand on a un contrôle que c'est la catastrophe au quotidien. On a fait évoluer des textes, on a protégé les professionnels. Il y a plein de projets de textes qui arrivent et si on n'est pas là, lecture est là pour faire modifier le contenu, mais en fait, c'est des catastrophes réglementaires qui vous tombent dessus. Et en fait, la FNAIM, et c'est là-dessus que je suis très impliqué, c'est qu'on part avec une feuille de route, on se donne des combats à mener, comme le sujet de la lutte contre l'encadrement des honoraires. Bien évidemment, quand on part en Cour européenne de justice, c'est pas un truc qui va claquer en un an. On sait qu'on va partir sur 3, 4, 5 ans. Mais si on mène pas le combat, on va pas y arriver. Et donc, on a mis en chantier plein de combats comme ça. Il y a plein de petites choses qui changent. C'est compliqué parce que le contexte politique fait que l'instabilité ne permet pas d'avoir des grandes victoires du jour au lendemain. Et en réalité, on mène je sais pas, une cinquantaine de combats de front en même temps. Et tout ce qu'on peut arriver à limiter est déjà une victoire. C'est pas un grand changement qui fait que du jour au lendemain, les honoraires vont être multipliés par 5 ou qu'on va obtenir 100% des transactions entre les mains des professionnels. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas entendable dans un marché libéral comme le nôtre. Mais par contre, notre action de simplification, notre action de sécurisation, notre action de promotion des métiers, c'est essentiel. Et je me battrai pour la liberté, pour la professionnalisation et pour faire en sorte que nos entreprises, elles continuent à se développer, elles continuent à embaucher, elles continuent à montrer qu'on est des maillons incontournables dans la vie des Français, que ce soit dans le démarrage de la vie quand on devient locataire, et puis ensuite quand on a envie d'acheter sa résidence principale, et quand on commence à avoir une famille et qu'on doit s'agrandir, et qu'on décide d'accompagner nos clients pour qu'ils deviennent investisseurs immobiliers aussi pour préparer leur retraite. Voilà, c'est tout ça qu'on peut faire au quotidien, et c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de combats, ce sera beaucoup de victoires, et la meilleure victoire, c'est d'avoir le sourire et le remerciement de ses clients, et je crois que c'est ce qu'il faut viser en permanence, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Je crois que le métier qu'on pratique au quotidien, il vous donne d'abord une satisfaction. C'est une satisfaction de satisfaire l'autre et d'être utile. Quand on est agent immobilier, on a la satisfaction d'avoir des clients, un locataire qui trouve le logement dans lequel il va se projeter, un primo-accédant, un acheteur ou une famille qui voit la concrétisation de son projet. Et en fait, ça passe pas par un site d'annonce qui va nous dire voilà, cliquez là, achetez comme ça. Il y a quand même 92% des personnes qui vont pas aller se lancer dans l'achat immobilier s'ils n'ont pas visité le bien. Et l'agence immobilière rassure. Donc, accompagner dans la réussite, c'est ce qui nous anime au quotidien. En gestion locative, c'est pareil. Sécuriser un patrimoine d'un propriétaire avec un locataire qui apporte des garanties ou parce qu'on a une assurance loyer impayé et faire en sorte que tout se passe bien. En fait, quand il n'y a plus de problème, c'est qu'on a fait notre job. On ne se dit pas que c'est une rente de situation. Et ça, apporter la satisfaction que tout se passe bien, c'est une réussite. Avoir une copropriété qui tourne bien, qui évolue avec des travaux de rénovation, avec des charges qui sont maîtrisées et avoir des copropriétaires qui se rendent compte qu'ils sont bien gérés et qui vous le disent, c'est ça qui vous donne l'impression d'avoir réussi votre métier. Celui qui pense qu'il se lance dans l'entrepreneuriat pour aller gagner un maximum d'argent, c'est probablement une belle motivation, mais cet objectif, sans l'accompagner avec une satisfaction des clients, ça apporte très peu de satisfaction personnelle, à part se dire que les chiffres sont tombés. Voilà. Donc moi, ce qui m'anime, c'est d'avoir des clients qui sont souriants, qui sont satisfaits, faire en sorte qu'il n'y ait pas de sujet de crispation. Et je crois quand on est dirigeant d'une structure, c'est aussi se développer. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais pas rester monométier. À un moment donné, on a besoin d'avoir cette
complémentarité entre la transaction, la gestion immobilière et après peut-être le syndic de copropriété. J'ai beaucoup appelé mes confrères en tant que président de la FNAIM à se diversifier dans les métiers. Vous faites de la transaction, vous vendez des biens à des investisseurs immobiliers, lancez-vous dans la gestion locative, apportez ce service complémentaire pour que vous ayez un service 360 qui vous permette d'avoir une offre à destination de vos clients et qui leur parle. Et en fait, il ne faut surtout jamais rester en stagnation. Il faut toujours évoluer, toujours bouger les lignes, toujours être innovant et toujours améliorer son service client. Et c'est comme ça qu'on reste animé par quelque chose qui évolue positivement, même si c'est difficile. En réalité, ça apporte plein de satisfaction au quotidien et c'est ça qui fait avancer. Si je devais revenir en arrière, qu'est-ce que j'aurais essayé de faire différemment ? Déjà, faire attention quand on gère son entreprise à ne pas assécher sa trésorerie. Et à un moment donné, j'ai pris des décisions, j'ai acheté les murs de ma boutique, j'ai fait des travaux sans... Alors les murs de la boutique, j'ai pris un emprunt bancaire, mais j'ai fait des travaux dans mes locaux qui étaient assez grands, sans emprunt. Je l'ai fait avec ma trésorerie disponible sur le cabinet, ça je ne le referai pas. C'est vrai que ça m'ennuyait de faire un dossier en 50 exemplaires pour la banque avec des factures signées. C'était chiant à réaliser. Je ne l'ai pas fait, j'ai payé avec ma trésorerie, mais du coup, à un moment donné, je me suis retrouvé en carence de trésorerie et c'était compliqué de se dire, si je me loupe, je mets la boîte à plat alors qu'elle avait une valeur. Donc ça, par contre, voilà, faut faire attention à la trésorerie. Si on a des dépenses importantes à faire, il faut monter un emprunt pour avoir le financement. Il faut garder en tête que échelonner la charge de l'emprunt, c'est important et ne pas assécher sa trésorerie. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas fait. Pour le reste, en fait, je regrette rien. Moi, je suis pas un fataliste. Même les sujets qui ont été le plus compliqués pour moi à vivre à titre personnel, je les aurais pas fait différemment parce que j'ai tout fait avec le cœur. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont donner des leçons en disant oui, t'as été trop gentil, t'as été trop cela. Alors ceux-là, ils sont super, ils n'ont jamais été entrepreneurs. On n'est jamais trop gentil, on n'est jamais trop. On est comme on est. Et quand on pratique son quotidien avec le cœur et puis on fait son expérience au fur et à mesure, vous faites une erreur une fois, vous n'allez pas la faire deux fois. En général, vous vous souvenez de ce que vous avez réalisé, sinon c'est que vous êtes complètement idiot. Mais vous arrivez à mener une barque dans le bon sens. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'aurais pu être encore plus gros avec une plus grosse entreprise, mais est-ce que c'est quelque chose que j'attendais ? Non. J'aspirais juste à avoir une entreprise qui se développe, une entreprise qui évolue, avec des collaborateurs satisfaits et des clients contents. Et pour l'instant, ça continue. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir loupé mon coup. Donc, je crois que je changerai rien, en fait. La qualité à avoir pour être un bon professionnel de l'immobilier, je pense qu'il en faut beaucoup, des qualités. Mais je crois que c'est des qualités humaines. Celui qui n'écoute pas les personnes qu'il a en face de lui, le candidat locataire, le propriétaire, le copropriétaire, je crois qu'il ne faut pas qu'il fasse ce métier. On doit écouter pour apprendre, écouter pour accompagner, écouter pour réagir. Celui qui n'écoute pas s'en sort pas. Je suis passé aussi par des embauches où j'ai des collaborateurs qui étaient dans le conflit permanent avec les clients. Autant dire que ça marche pas, ça a été une cata. Voilà, je pense qu'il faut avoir ce genre de qualité. Il faut bien évidemment être souriant, altruiste, bon gestionnaire, parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise sans être rigoureux sur le respect de la loi, le respect de la réglementation. Et puis, il faut savoir être innovant et pas avoir peur d'essayer quelque chose. Il vaut mieux essayer à titre expérimental quelque chose sur peu de clients pour voir si la réception est bonne avant de prendre de l'ampleur. Il ne faut pas se mettre à plat en investissant n'importe comment sur n'importe quoi. Il faut essayer. Et puis, on peut se planter. On a le droit de se tromper. Mais on recommence et on fait différemment. Et on peut même se planter parfois 10 fois. À la 11e, ça va marcher. Je ne parle pas de se planter en mettant l'entreprise complètement à plat, mais on peut faire des erreurs. Ce n'est pas un problème. Il faut se dire que tout ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Il faut essayer des choses. Et quand on essaye, on s'adapte. Il faut avoir une bonne faculté d'adaptation. On s'adapte. Et ensuite, on s'oriente vers une direction qui fonctionne, qui marche. Et ça embarque en fait toute une dynamique d'entreprise, d'équipe. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. En même temps, on est entrepreneur parce qu'on a envie d'y aller. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, je vous dirais, allez-y, n'hésitez pas. L'immobilier, tout le monde a besoin de se loger. Tout le monde a un parcours de vie qui fait qu'on ne reste pas toute sa vie chez ses parents. Donc, on passe tous par la location. On passe tous à un moment donné par l'achat immobilier. D'abord par une vie en copropriété, après par de l'habitat individuel. On essaye tous de se constituer un capital pour l'avenir, pour la retraite, à transmettre ou pas à ses enfants. Mais en tout cas, tout le monde le fait. Donc, à partir du moment où tous les Français sont animés par la même chose, je veux dire, qu'est-ce qui empêche
quelqu'un qui a envie de donner un bon service au client d'y arriver. Rien du tout. Donc, c'est un marché qui fonctionne bien. C'est pas un marché de niche, c'est un marché généraliste. Donc, du coup, à partir du moment où on a envie de faire bien les choses et qu'on a envie d'accompagner des clients, il n'y a aucune chance de se planter. Il y a des confrères qui ont eu des difficultés récemment, qui sont repartis, qui ont remonté une boîte parce que 6 mois après, la situation était meilleure. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut bien évidemment avoir une expérience. Moi, j'ai commencé à me lancer dans le métier avec presque 10 ans d'expérience, entre 8 et 10 ans, parce que j'avais eu l'occasion de voir tout. Il ne faut pas avoir de grosses carences, il faut apprendre, faire de la gestion d'entreprise en plus de la gestion du métier. Et après, je crois que la formule, elle est surtout dans les tripes. Si vous avez envie d'y arriver, vous y arriverez. C'est la volonté qui fait que ça marche. Celui qui pourrait penser que le marché immobilier est trop concurrentiel a le droit de le penser. En même temps, dans une concurrence, seuls fonctionnent les meilleurs. Donc, soyez le meilleur, et puis vous y arriverez. Les autres, eux, mangeront des cailloux avant vous, ça c'est sûr.